Je les ai entendus. À travers la porte entr'ouverte de la cuisine, leur voix flottait avec l'odeur du coq au vin qui mijotait sur le feu. Mon coq au vin. La recette de ma mère, celle que ma chère Élise avait perfectionnée. Celle que ma belle-fille, Isabelle, qualifiait de rustique et de démodée. C'est un actif dormant, Philippe, disait-elle. Sa voix était nette, précise, comme le tranchant d'une lame de scie neuve. Cet atelier, c'est de l'espace mort. Des mètres carrés qui ne rapportent rien. Un silence. J'imaginais mon fils, Philippe, passant une main dans ses cheveux clairsemés, ce geste qu'il avait quand il se sentait pris entre deux feux. Entre sa femme et moi, je suppose. C'est à papa, Isa. C'est sa vie. Sa voix était plus faible, moins assurée. C'était sa vie, corrigea-t-elle doucement, mais avec une fermeté de fer. Maintenant, c'est un fardeau. Une source de poussière et de soucis. Pense à la valeur du terrain. On pourrait vendre. Construire quelque chose de moderne. Un loft, peut-être. Avec de grandes baies vitrées. Ce serait magnifique. Et ça assurerait notre avenir. L'avenir des enfants. L'avenir. Le mot résonna dans le silence de mon cœur. Mon atelier. Le bois de chêne que mon père avait lui-même posé pour le plancher. L'établi que j'avais construit de mes propres mains, la semaine de la naissance de Philippe. Chaque entaille, chaque tache de vernis sur ce meuble était un souvenir. Un chapitre. Il voyait des mètres carrés. Un actif dormant. Je n'ai pas bougé. Je suis resté debout dans le couloir, le plat de service en faïence dans mes mains. Il était lourd. Froid. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans l'entrée semblait marteler chaque syllabe de leur conversation. Espace. Mort. Vendre. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas tout de suite. C'était autre chose. Un froid qui s'insinuait sous ma peau, une clarté terrible, comme un paysage après un orage, quand l'air est lavé de toute illusion. J'étais devenu un obstacle. Un gardien de ruines qu'il fallait poliment écarter pour construire du neuf. Mon existence même, liée à ces murs, était un fardeau. J'ai entendu le rire léger d'Isabelle. Ne t'en fais pas, on lui présentera ça gentiment. On lui expliquera que c'est pour son bien. Pour lui simplifier la vie. Pour mon bien. J'ai poussé la porte de la cuisine. Le silence s'est fait instantanément. Ils m'ont regardé, leurs visages se composant rapidement en masque d'innocence. Philippe s'est levé pour prendre le plat. Papa, ça sent divinement bon. J'ai posé le plat sur la table. Mes mains ne tremblaient pas. Pas encore. J'ai regardé la table en noyer massif. Je l'avais fabriquée pour notre mariage, Élise et moi. J'ai suivi du regard le grain du bois, un fleuve sombre et silencieux qui avait été le témoin de 50 ans de repas, de rires, de disputes et de chagrins. Servez-vous, j'ai dit. Ma voix était neutre. Vide. Le repas s'est déroulé dans une brume. Leurs paroles étaient du bruit blanc. Des questions sur ma santé, des anecdotes sur leurs vacances, des plaintes sur leur travail. Je répondais par des hochements de tête. Je mangeais lentement. Chaque bouchée avait le goût de la cendre. Je les observais. Mon fils, qui évitait mon regard. Ma belle-fille, qui me souriait avec une bienveillance calculée. Elle croyait que je n'avais rien entendu. Elle me croyait sourd, ou sénile, ou simplement insignifiant. L'invisible. C'est ce que j'étais devenu. Une pièce de mobilier familier. On ne me voyait plus, on ne faisait que contourner ma présence. Quand ils sont partis, après les embrassades convenues sur le seuil, l'air de la maison m'a paru plus lourd, plus difficile à respirer. J'ai fermé la porte. Le clic du verrou a sonné comme une finalité. Je n'ai pas débarrassé la table. Je suis resté là, dans le silence de la maison vide, écoutant le goutte-à-goutte du robinet de la cuisine et le tic-tac de l'horloge. Leurs mots tournaient en boucle dans ma tête. Espace mort. Actif dormant. Pour ton bien. Lentement, méthodiquement, je suis allé jusqu'à la porte du fond, celle qui menait à l'atelier. J'ai tourné la vieille clé de fer dans la serrure. La porte a grincé, comme un soupir. Et je suis entré. L'odeur m'a enveloppé. Un mélange sacré de cèdre, de sueur de pin, d'huile de lin et de thym. C'était l'odeur de ma vie. L'odeur de mon père avant moi. J'ai allumé la simple ampoule nue qui pendait du plafond. La lumière dorée a révélé le chaos ordonné de mon univers. Les outils accrochés au mur, chacun à sa place, leurs manches en bois poli par des décennies d'usage. Les ciseaux à bois, les rabots, les scies.
Je les connaissais par leur poids, leur équilibre. C'étaient des extensions de mes mains. Sur l'établi, un berceau à moitié terminé. Je l'avais commencé il y a des années, pour un petit enfant qui n'était jamais venu. Le bois de cerisier était doux sous mes doigts, attendant une vie qui ne serait pas. Je me suis assis sur un tabouret. Le silence ici était différent de celui de la maison. Il n'était pas vide. Il était plein de présence, de projets passés et d'avenirs possibles. C'était un silence vivant. La colère n'est pas venue. Ni le chagrin. C'était une chose plus froide, plus dure. Une décision qui se formait dans mes entrailles, non pas comme une explosion, mais comme la lente cristallisation d'une résine. Il n'allait pas effacer ça. Il n'allait pas transformer ce sanctuaire en un loft stérile avec des baies vitrées. Il n'allait pas vendre l'âme de mon père, mon âme, pour assurer leur avenir. Je me suis levé. Je suis allé vers la petite plaque chauffante que je gardais dans un coin. J'ai rempli une vieille casserole d'eau, j'ai mis une dose de café moulu dans le filtre. Le geste était un rituel. Un ancrage. Pendant que le café passait, son aromacre se mêlant à celui du bois, j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas vu un actif dormant. J'ai vu un héritage. Pas un héritage d'argent ou de terrain, mais un héritage de savoir-faire, de patience, de création. Et j'ai su ce que j'allais faire. Ce lieu n'allait pas mourir. Il n'allait pas être vendu. Il allait être donné. Je me suis versé une tasse de café noir, brûlant. Je l'ai bu d'un trait. Le liquide amer a semblé laver les cendres de ma gorge. La décision était prise. Elle était calme. Absolue. Irrévocable. Le lundi matin, je ne me suis pas levé à l'aube comme d'habitude. J'ai attendu que le soleil soit haut. J'ai mis mon vieux bleu de travail, non pas pour travailler le bois, mais comme une armure. Une déclaration d'intention. J'ai traversé la place du village. J'ai salué les habitués du café, mais je ne me suis pas arrêté. Ma destination était de l'autre côté, la plaque de cuivre terni qui annonçait « Maître Dubois, notaire ». L'odeur du bureau était celle de la loi. Du papier ancien, de la cire à parquet et d'une autorité feutrée. Maître Dubois était un homme de mon âge, mais ses mains étaient lisses, sans callosité. Il m'a reçu avec une courtoisie professionnelle. Jean, qu'est-ce qui m'amène le plaisir? Je me suis assis. J'ai été direct. Je voulais connaître le statut légal de la propriété de l'atelier. Il a sorti des dossiers épais, a chaussé ses lunettes. Eh bien, c'est simple. C'est à toi. Pleine et entière propriété. Héritage de ton père, jamais entré dans la communauté de biens avec la pauvre Élise. Tu peux en faire ce que tu veux. Un poids s'est enlevé de mes épaules. La première certitude. Je veux créer une association. J'ai dit. Une association loi 1901. Il a aussi un sortil. Pourquoi faire? Le club de pétanque a déjà la sienne. Pour l'atelier, ai-je répondu. Je veux le transformer en atelier partagé. Gratuit. Pour les jeunes artisans qui n'ont pas les moyens de s'installer. Il m'a regardé longuement par-dessus ses lunettes. Il n'a pas souri. Il n'a pas jugé. Il a simplement hoché la tête. C'est une idée. Une idée noble. Il faudra rédiger des statuts. Définir un but non lucratif. Je peux m'en occuper. Je suis sorti de son bureau avec une liste de choses à faire. La première étape était franchie. C'était réel. Ma deuxième visite a été pour la banque. J'ai demandé à ouvrir un nouveau compte. Au nom de l'atelier du partage, le nom qui m'était venu en marchant. La jeune femme au guichet était perplexe, mais elle a obéi. J'ai fait un virement. Une somme modeste, tirée de mes économies. Assez pour couvrir les frais d'électricité et d'assurance pour un an. Le reçu qu'elle m'a tendu était plus qu'un bout de papier. C'était la pierre fondatrice de ma nouvelle vie. De retour à la maison, je suis allé directement à l'atelier. Sur le mur, près de l'établi, il y avait une photo encadrée. Philippe et Isabelle, le jour de leur mariage. Ils souriaient à l'objectif. Je l'ai décroché. Je n'ai pas brisé le verre. Je ne l'ai pas jeté. J'ai simplement ouvert un tiroir rempli de vieux chiffons et je l'ai posé au fond, face contre la planche. C'était un geste silencieux. Un rideau qui tombait. La semaine qui a suivi a été étrangement paisible. J'ai passé mes journées dans l'atelier. Je n'ai pas travaillé le bois. J'ai nettoyé. J'ai rangé. J'ai affûté chaque lame, huilé chaque mécanisme. Je préparais le lieu, non pas pour une vente,
mais pour une renaissance. Chaque outil que je prenais en main me semblait plus léger, plus plein de promesses. Puis le téléphone a sonné. C'était un dimanche après-midi. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. La voix de Philippe, tendue d'une impatience mal déguisée. « Papa, c'est moi. On ne t'a pas vu de la semaine. » On Essenquietate. Isabelle voulait savoir si tu avais réfléchi à notre idée pour l'atelier. Rappelle-moi. Notre idée. Le mot m'a fait l'effet d'une piqûre. J'ai appuyé sur le bouton « Effacer ». Le message a disparu dans le silence électronique. C'était ma réponse. Quelques heures plus tard, un message texte d'Isabelle. « J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Moins de soucis, plus de tranquillité. C'est une grande responsabilité à votre âge. » J'ai regardé le message. La condescendance était si naturelle, si inconsciente. Il ne voyait pas un homme, mais un problème à gérer. J'ai effacé le message. Puis, avec un doigt qui ne tremblait pas, j'ai bloqué leurs 2 numéros. Le silence que j'imposais n'était pas une punition. C'était un espace. L'espace nécessaire pour respirer. Pour construire. Ils interpréteraient mon silence comme de la sénilité, un caprice de vieillard. Ils ne comprendraient jamais que c'était l'acte le plus lucide de ma vie récente. Leur incompréhension était la validation finale de ma décision. Avec un morceau de chêne et mes plus fins ciseaux à bois, j'ai sculpté une petite pancarte. Les lettres étaient simples, claires. Atelier du partage. Jeunes artisans, soyez les bienvenus. Renseignements à l'intérieur. Je l'ai accroché à la porte de l'atelier, bien en vue depuis la ruelle. Pendant plusieurs jours, rien ne s'est passé. Des gens passaient, jetaient un regard curieux, continuaient leur chemin. Je continuais mon travail de préparation, accordant la vieille scie à ruban, vérifiant le moteur du tour à bois. Le rythme du travail était une méditation. Je n'attendais rien. J'avais simplement ouvert une porte. Un après-midi, alors que je passais un chiffon huilé sur le corps d'un rabot, une ombre s'est projetée sur le seuil. Une jeune femme se tenait là, hésitante. Elle devait avoir 25 ans. Elle serrait un grand carnet de dessins contre sa poitrine. « Monsieur ?» Sa voix était timide. « C'est vrai, ce qui est écrit sur la pancarte. » J'ai hoché la tête. Entrez. Elle s'est avancée dans la lumière. Elle s'appelait Léa. Elle m'a montré ses dessins. C'étaient des projets de petites boîtes, de coffrets, de jouets en bois. Des créations d'une finesse et d'une imagination incroyables. « Je suis diplômée d'une école d'arts appliqués », a-t-elle expliqué. Mais je n'ai rien. Pas d'endroit pour travailler. Pas d'outils. Louer un local, c'est impossible. Alors je dessine, en espérant qu'un jour. Sa voix s'est éteinte. Elle a regardé autour d'elle, non pas avec la vision d'un promoteur immobilier, mais avec les yeux d'un artisan. Elle voyait les outils, pas comme des antiquités, mais comme des possibilités. Son regard était plein de respect et d'une sorte de faim. Je n'ai pas fait de grands discours. Je me suis contenté de désigner un des établis, celui qui était près de la fenêtre, baigné de lumière. « Celui-là est libre », j'ai dit. « Et les outils sur ce mur sont à votre disposition. La seule règle, c'est de les nettoyer après usage et de les remettre à leur place. » Des larmes ont brillé dans ses yeux. Elle a essayé de parler, de me remercier, mais les mots ne venaient pas. Elle a simplement hoché la tête, un immense soulagement sur son visage. « Merci », a-t-elle finalement murmuré. « Merci, monsieur. » Ce n'était pas le « merci » poli de ma belle-fille. C'était un mot plein, lourd de sens. Léa n'était pas une alliée que j'avais cherchée. Elle était simplement la première personne à avoir franchi la porte que j'avais ouverte. Et sa présence donnait un sens à tout. Elle était la preuve que l'atelier n'était pas un espace mort. C'était une source. Léa a été la première. 2 jours plus tard, elle est revenue avec un ami, Simon, un jeune homme qui rêvait d'être luthier mais qui assemblait ses violons sur la table de sa cuisine. Il a regardé mes réserves de bois, de l'érable, de l'épicéa, que je gardais depuis 20 ans, avec une vénération quasi religieuse. Bientôt, l'atelier a changé. Le silence a été remplacé par le doux bruit du travail. Le raclement d'un rabot, le chant d'une scie, le grattement du papier de verre. Des conversations à voix basse, des conseils échangés. L'odeur du bois fraîchement coupé se mêlait aux parfums anciens. Le lieu était vivant. Il respirait à nouveau.
J'ai finalisé les statuts de l'association avec Maître Dubois. L'atelier du partage était désormais une entité légale. J'en étais le président, mais la propriété était transférée à l'association. Elle ne pouvait être ni vendue, ni démantelée. Sa vocation était désormais gravée dans des documents officiels, protégée de la convoitise et des bonnes intentions. La confrontation était inévitable. Elle est arrivée un samedi matin. La porte de l'atelier s'est ouverte à la volée. Philippe se tenait sur le seuil. Son visage était un mélange de stupeur et de fureur. Il a balayé la scène du regard. Léa à son établi, Simon qui ajustait un manche de violon, et moi, au fond, en train de montrer à un autre jeune comment utiliser une gouge. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il lancé, sa voix trop forte pour l'atmosphère paisible du lieu. Tout le monde s'est arrêté de travailler. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il s'est avancé vers moi, ignorant les autres. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu laisses des inconnus utiliser tes outils ? Dans ton atelier ? C'est leur atelier, maintenant, ai-je répondu calmement. Et le mien ? Son visage s'est empourpré. Tu es devenu fou ? C'est mon héritage. Tu es en train de donner mon héritage à des étrangers. Le mot. Le voilà. Héritage. Il ne voyait toujours que l'argent, la valeur immobilière. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La colère m'avait enfin trouvé, mais c'était une colère froide, tranquille. Ce n'était pas ton héritage, Philippe. C'était ma vie. Et je ne suis pas encore mort. J'ai entendu ce que vous avez dit, toi et Isabelle. J'ai entendu le mot « loft ». J'ai entendu le mépris dans sa voix quand elle parlait de mon travail. Vous avez décidé de vendre ma vie sans même m'en parler. Il a bafouillé. Mais c'était pour toi. Pour te simplifier. Ne me parle pas de simplification. Les jeux coupés, ma voix toujours basse mais tranchante comme un ciseau bien affûté. Vous vouliez vous simplifier la vie, pas la mienne. Vous m'avez effacé de l'équation. Alors j'ai décidé de la résoudre moi-même. Je me suis retourné vers le jeune homme à côté de moi. Regarde, tu tiens la gouge comme ça, avec le biseau vers le bas. C'était un renvoi. Le plus définitif de tous. Philippe est resté planté là une seconde, la bouche ouverte, réalisant qu'il n'avait plus aucune prise. Puis il a tourné les talons et il est parti, claquant la porte derrière lui. Le bruit du travail a repris, doucement. La conversation était terminée. Ma vie a trouvé un nouveau rythme. Je me levais, je prenais mon café, puis je passais la journée à l'atelier. Je n'étais plus seul. J'étais entouré d'une énergie jeune, créative. Je n'étais plus seulement le gardien des souvenirs. J'étais devenu un passeur. Je transmettais les gestes, les secrets du bois, le savoir d'une vie. Je regardais Léa finir une de ses boîtes, l'assemblage en queue d'aronde parfait. J'écoutais la première note que Simon tirait d'un violon né entre ses murs. Et je ressentais une paix profonde. Pas la joie exubérante de la victoire. Pas la satisfaction amère de la vengeance. Juste un sentiment de justesse. D'être à ma place. L'atelier était entier. J'étais entier. Un jour, une lettre est arrivée. L'écriture de Philippe sur l'enveloppe. Je l'ai reconnue immédiatement. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai posée sur mon établi, à côté d'un morceau d'olivier que je projetais de sculpter. Peut-être contenait-elle des excuses. Peut-être des menaces. Peut-être des supplications. Ça n'avait plus d'importance. La porte était entr'ouverte, pas fermée à jamais. Mais pour la franchir, il faudrait qu'ils apprennent à voir. Avoir un homme, pas un problème. Un atelier, pas un actif. Une vie, pas un héritage. J'ai pris un ciseau à bois. Le manche en charme tenait parfaitement dans la paume de ma main. Je l'ai approché du bloc d'olivier. Le premier copeau s'est enroulé, libérant un parfum poivré et ancien. Le travail commençait. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.